Bon, bah, bienvenue à tous pour la première conférence d'Actin Juris et merci d'être là. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association qui organise des conférences sur divers thèmes avec plusieurs intervenants, des professeurs, des avocats. Donc là, la conférence actuelle portera sur l'impact de la pandémie actuelle sur les libertés fondamentales. Et donc, nous avons plusieurs projets aussi en route pour la suite. Et donc, on vous en reparlera à la fin de la conférence. N'hésitez pas aussi à répondre au questionnaire que nous avons mis à la fin de la conférence. Donc, savoir si vous avez apprécié cette conférence et si vous avez des conseils à nous donner. Et puis, je vais vous laisser donc avec Pauline, Anna, Katia et nos chers intervenants pour cette conférence. Bien, merci Amandine. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes extrêmement ravis de vous voir si nombreux à notre conférence. Le sujet que nous traitons ce soir, il est forcément d'actualité et il nous concerne tous de près. On a tous été confinés, on a tous été contraints de remplir une attestation pour sortir en extérieur, contraints de regarder cette conférence en visioconférence. Donc, les mesures prises par les pouvoirs publics ont eu un impact fort sur notre quotidien depuis bientôt 1 an. Donc, que ce soit les associations, les professeurs, les avocats, les magistrats, mais aussi le grand public, tous essayons à différentes échelles de préserver nos libertés héritées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est vrai que depuis la pandémie, cette préservation des libertés semble s'être largement amplifiée, puisque beaucoup de Français sont inquiets sur l'état de santé de nos libertés. Comme l'avait théorisé Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social, nous acceptons une limitation de nos libertés en échange de lois qui garantissent la perpétuation du corps social de la société. Dans le cadre de la pandémie, nous avons été contraints de renoncer, vous l'avez compris, à une majeure partie de nos libertés pour mener à bien la politique de sécurité sanitaire. Mais c'est vrai que nous pouvons légitimement nous demander si les citoyens n'ont pas subi une aliénation disproportionnée à leur liberté. Donc la question de cette conférence sera de débattre en toute objectivité, j'espère, sur la recherche d'un équilibre entre d'une part la sécurité sanitaire et d'autre part la préservation des libertés fondamentales. Donc pour y répondre, nous avons l'honneur de recevoir nos 3 intervenants ce soir, qui vont se présenter successivement, si vous le voulez bien, monsieur le professeur, maître Lassor, puis monsieur Cazot. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'association Actin Juris de nous avoir et de m'avoir invité. C'est vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. Et donc, moi, je suis Sylvain Niquège, je suis professeur à l'Université de Bordeaux depuis quelques années et j'enseigne notamment le droit administratif. Voilà. Merci. Pareil, je voudrais évidemment m'associer à ces remerciements chaleureux de l'association Actin Juris, déjà d'avoir envisagé cette conférence et ce sujet qui est plus qu'actuel, étant donné qu'on se dirige très certainement vers un troisième confinement. En tout cas, les jours, je pense, sont comptés vers ce troisième confinement. Donc, pour ça, évidemment, merci. Merci aussi de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Gabriel Lassor, je suis avocat au barreau de Bordeaux depuis 2 années et j'exerce essentiellement en droit pénal, en droit des étrangers et en effet un petit peu sur les libertés publiques dans ces 2 matières particulièrement. Je vais me joindre à mes 2 camarades pour dire merci également de l'invitation. Toujours un plaisir de répondre surtout aux invitations des étudiants. Moi, je suis Pierre-Antoine Cazot, je suis président de la section de Bordeaux de la Ligue des droits de l'homme et membre de l'Observatoire girondin des libertés publiques, notamment observateur en pratique des pratiques policières et des libertés publiques. Voilà. Et puis, j'étais il y a quelque temps aussi sur les bancs de cette université. J'y ai fait aussi mon doctorat. Voilà. Parfait, merci messieurs pour ces présentations. Donc la première partie sera consacrée à la définition des termes du sujet de la conférence,
Puis, nous aborderons le fond du sujet en réfléchissant sur le principe même, le principe de proportionnalité des mesures prises par les pouvoirs publics. Et enfin, en dernière partie, il sera possible pour le public de poser toutes ces questions à nos intervenants, donc via le chat. N'hésitez pas à prendre des notes. Je passe la parole à Anna qui va nous présenter ce que sont les libertés fondamentales. Donc, bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, dans un premier temps, il semble important de préciser ce que sont les libertés fondamentales, puisqu'il est possible que certains d'entre vous ne connaissent pas vraiment ce terme. Donc, simplement expliqué, les droits et libertés fondamentaux représentent un ensemble de droits et de libertés qui ont un caractère essentiel pour l'individu. Donc, en principe, il est d'usage que ces droits et libertés soient assurés dans un état de droit et une démocratie. Le législateur français se doit également, en principe, de garantir ces derniers. Donc en France, les droits fondamentaux sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sont reconnus par la Constitution de 1958. Cependant, ils ne sont pas garantis uniquement par des normes nationales, il faut le rappeler. Par exemple, au niveau, à l'échelle européenne, c'est aussi garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et par exemple également aussi avec la Charte de l'environnement de 2004 qui a été intégrée dans la Constitution depuis 2005. Donc on peut dégager des droits fondamentaux principaux qui sont effectivement connus de tous, donc comme l'égalité, qui s'interprète de différentes manières. On a l'égalité des sexes, l'égalité devant la loi, devant l'impôt, ou encore la liberté au regard notamment de la liberté d'opinion, d'expression ou encore de culte. Et il semble aussi nécessaire de rappeler que ces droits sont dits comme imprescriptibles, inaliénables et universels. En effet, ces droits fondamentaux ne peuvent pas voir leur légitimité ou leur validité limitée dans le temps. Ce n'est pas possible. Au même titre qu'ils ne peuvent pas être transmis ou vendus à une autre personne. Enfin, il est acquis que ces droits fondamentaux sont garantis par les lois et les traités internationaux. Donc, avant de vous laisser avec messieurs Cazot, Lassor et Nikej pour des précisions, s'ils le souhaitent, on vous citera l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit que l'exercice de ces droits et libertés fondamentaux n'a de limite que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Donc, messieurs, je peux vous laisser intervenir si vous voulez rajouter quelque chose à cette définition des libertés et droits fondamentaux. Non, mais moi ça me paraît très bien. S'il y avait vraiment une précision, mais c'est sans vouloir vous embêter, hein, c'est que l'expression liberté fondamentale, en réalité, elle a émergé il y a pas si longtemps que ça, et elle a émergé surtout pour pointer le fait que de plus en plus de libertés ou de droits étaient garantis par la Constitution et par les traités internationaux. Auparavant, et encore aujourd'hui, on utilise parfois d'autres expressions. On va parler de liberté publique, on va parler de droits de l'homme, etc. L'expression liberté fondamentale, qui renvoie grosso modo à la même chose, évidemment, mais ça renvoie notamment au fait que les textes qui les consacrent, ces libertés fondamentales, ont un niveau dans la hiérarchie des normes qui est celui de la Constitution ou des traités internationaux. Voilà, c'est la seule précision, sinon ça me va très bien. D'accord. Merci. Pareil, en termes de définition, je pense que c'est vrai que tout a été dit sur la définition des libertés fondamentales. D'accord, merci. Alors, simplement peut-être qu'on n'oublie pas le préambule de la Constitution de 46, parce que c'est quand même un texte qui est non seulement constitutionnel, mais qui est très important. Et notamment pour les étudiants, on y trouve l'enseignement supérieur et bien d'autres choses encore. Donc voilà, ça fait partie de nos grands textes en matière de liberté. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, une question plus globale, plus ouverte. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des libertés fondamentales pendant cette pandémie ? Alors, je pense que il y a une, enfin, à mon sens, dans la manière dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire, en gros, depuis mars dernier et depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu un vrai changement, à mon sens, dans la manière dont on a envisagé l'état des libertés fondamentales
dans notre système juridique, puisque il me semble que on peut apprécier l'état des libertés fondamentales à la lumière des recours qui ont été effectués, et notamment, il me semble, les premiers recours en référé de liberté qui ont été faits dès l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et ensuite la manière dont ils se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que au début du confinement, au début de ces premiers recours, on était dans des recours qui visaient presque à augmenter les restrictions à nos libertés pour nous protéger de la Covid et pour nous protéger de la pandémie, parce que c'est une des premières décisions importantes du Conseil d'État sur cette question. C'est la décision où le Conseil d'État a notamment sollicité des changements dans les attestations de sortie et une question sur les marchés couverts, vraiment au tout début de l'état d'urgence sanitaire. Et il y a eu, à mon sens, dans un premier temps, beaucoup de recours qui ont été faits justement pour demander au gouvernement d'aller plus loin dans les restrictions des libertés, aux fins de nous protéger et aux fins de protéger la population. Et à mon sens, depuis, il y a avec les législations successives, puisque on peut quand même, je pense, dire qu'il y a eu une vraie inflation législative exceptionnelle du fait des états d'urgence sanitaire, puisque en fait, il y a eu la promulgation d'un état d'urgence sanitaire, puis la prolongation de l'état d'urgence, puis des mesures transitoires de fin d'état d'urgence sanitaire, jusqu'en octobre, où on est revenu sur un état d'urgence sanitaire. Donc il y a eu quand même une grosse inflation législative, et à ce jour, on est, à mon sens, beaucoup plus dans une volonté d'attaquer les décisions qui vont vraiment contre les libertés fondamentales. Et je pense qu'il y a énormément de soucis à se faire. Ça, c'est mon ressenti. Il y a beaucoup de soucis à se faire sur l'état de nos libertés fondamentales à ce jour, puisqu'on a quand même, et à mon sens, on peut aussi le mettre un peu plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'on peut voir que depuis 2015, on a quand même connu 3 ans d'état d'urgence sanitaire. Il y a eu de vraies restrictions de liberté, dans un premier temps avec l'état d'urgence sécuritaire, puis avec l'état d'urgence sanitaire. Et à ce jour, il me semble que sur de nombreux droits, que ce soit la liberté d'aller et venir, la vie privée, le droit de manifestation, voilà, il y a quand même beaucoup de droits qui sont aujourd'hui assez mis en cause par les restrictions qui sont imposées par le gouvernement. Et après, ce sera dans un deuxième temps, et ce qu'on verra, je pense, plus loin dans la discussion, mais c'est la question de la proportionnalité entre les atteintes aux libertés et la préservation de la santé et du droit à la santé des personnes. Ok, merci beaucoup. Ouais, si je peux juste prolonger, vous demandiez un petit peu quelles sont les libertés qui ont été les plus atteintes. Moi, j'ai compris comme ça votre question. C'est une question il me semble assez difficile d'y répondre, parce que l'objectif des restrictions aux libertés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, c'est un objectif sanitaire qui vise en gros à réduire les interactions sociales qu'on a les uns avec les autres. Et donc derrière, il y a tout un tas de libertés qui impliquent ces interactions. Ben, toutes ces libertés sont touchées. C'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté de manifester, c'est la liberté de réunion, c'est la liberté de culte, c'est le droit de bénéficier d'un enseignement. Donc en fait, c'est globalement, et même si ça n'existe pas, c'est impropre de dire ça, mais c'est la liberté de se retrouver. Voilà, dans toutes ces déclinaisons qui est touchée. Alors après, laquelle l'est plus que les autres, bon, ça, c'est plus compliqué à dire peut-être. Ce qui est certain, c'est que jamais nous n'avions été touchés aussi directement d'atteinte aussi frontale à la liberté d'aller et venir. Ça, c'est peut-être quand même ce qui est le plus
le plus frappant. Je ne sais pas si c'est le plus grave ou le plus, mais c'est en tout cas ce qui est vécu le plus directement et le plus fortement. Mais globalement, ce sont toutes les libertés qui conduisent à des interactions sociales. Et il y en a beaucoup. Ouais, ce qui est certain, c'est l'intensité des atteintes aux libertés, parce que le couvre-feu, par exemple, c'est pas la première fois qu'il est mis en place, mais ça a été mis en place sur une courte période. Bon, les personnes qui sont concernées, dans le champ, quand c'est un quartier, même si ça concerne qu'un quartier, le quartier, eux, quand ils sont en couvre-feu, ils sont en couvre-feu. Mais là, il y a l'étendue spatiale, mais il y a aussi surtout l'étendue du temps et l'enchaînement avec le confinement, etc. Donc effectivement, c'est l'intensité surtout de ces atteintes aux libertés qui est marquante et qui frappe absolument tout. On a encore des libertés. Juridiquement, enfin voilà, on n'est pas sorti de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un ensemble d'atteintes dont on discutera après de leur caractère proportionné. Mais, J'ajouterai aussi une liberté ou un droit auquel on pense pas souvent, parce qu'on l'envisage pas souvent en termes de liberté fondamentale, et pourtant elle est capitale, c'est celle qui est directement associée à la qualité de citoyen, c'est le droit de vote. Et la question du droit de vote, elle est importante. On a eu, comme vous le savez, l'an dernier, des élections municipales qui ont été bouleversées dans leur fonctionnement par la pandémie. Là, même si c'est un petit peu moins, peut-être que les étudiants sont un petit peu moins au fait des élections régionales ou autres, mais le fait est qu'on est en train de discuter de la façon d'agencer, de repousser encore ces élections-là, et ça met directement en cause quand même le fonctionnement de notre démocratie au sens le fait de voter pour des gens qui nous représentent. Et ça, c'est peut-être un droit ou une liberté à laquelle on pense peut-être moins spontanément que ceux que l'on vit quotidiennement, liberté d'aller et venir, de réunion, etc. Et ça va dans le même sens que la liberté d'association aussi, où c'est très difficile. Alors c'est vrai qu'il y a des outils comme ce soir, des réunions en visio, etc., qui permettent à un certain nombre de gens d'échanger, mais c'est extrêmement difficile aussi. Pour donner un exemple, chez nous, en tant qu'association, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus du tout venir et ne plus du tout participer aux associations et à nos discussions, à nos échanges. Et on parle de démocratie, on parle de liberté. Donc même, c'est là où ça va loin, c'est que la possibilité même de discuter des libertés, elle est restreinte. Alors, elle n'est pas empêchée, elle n'est pas interdite, mais elle est extrêmement restreinte. C'est ça qu'il faut voir. D'accord. Merci à vous en tout cas pour ces interventions. On va laisser Katia nous faire un petit résumé de ce que c'est la pandémie et pour après aussi vous poser la question de ce qu'est l'état d'urgence sanitaire. Alors, concernant la pandémie, du coup, l'OMS dit qu'on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Une pandémie de grippe survient lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier en l'absence d'immunité dans la grande majorité de la population. En général, les virus qui ont provoqué des pandémies dans le passé avaient pour origine des virus grippaux de l'animal. Par certains aspects, les pandémies grippales peuvent ressembler à la grippe saisonnière, alors que d'autres caractéristiques les distinguent nettement. Et du coup, je relance Monsieur Nikej. Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire? Comment a-t-il institué et quelles sont les différences avec l'état d'urgence sécuritaire? Alors, l'état d'urgence sanitaire, c'est un régime juridique que vous allez retrouver dans le Code de la santé publique. Et c'est un régime juridique qui est relatif à une situation, donc une situation de catastrophe sanitaire, donc c'est le terme, l'expression qui est choisie, et qui a été donc créé par le législateur l'an dernier à titre provisoire, mais qui sera sans doute pérennisé dans le Code de la santé publique, même si évidemment l'état d'urgence sanitaire trouvera un terme, alors plus ou moins proche, mais il restera en tant que dispositif dans le cadre du Code de la santé publique. Et donc il a été créé l'an passé, alors même qu'existaient déjà des dispositifs qui permettaient de prendre des mesures sanitaires très fortes en cas de risque collectif important. Et il y avait notamment un dispositif qui avait pour objet ou qui permettait d'accroître les prérogatives du ministre de la Santé. Simplement, on s'est dit à un moment, est-ce que dans la mesure où on envisage un confinement de tout le pays, est-ce que ça peut ne reposer politiquement que sur le ministre de la Santé? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un régime qui habilite une autorité avec encore plus de poids, comme le Premier ministre par exemple?
Et puis par ailleurs, on se demandait, est-ce que le ministre de la Santé, dans le cadre du dispositif qui existait déjà à l'époque, est-ce qu'il peut vraiment prendre une mesure de confinement à l'échelle du pays? Et donc, on doutait à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique du caractère suffisant du dispositif existant qui était centré sur le ministre de la Santé. Et donc, c'est pour ça qu'on a, enfin, c'est essentiellement pour ça qu'on a mis en place ce nouveau régime qui permet des mesures peut-être plus fortes que celles qui auraient été possibles auparavant et qui habilite surtout une autorité, une des autorités principales de l'État, qui est le Premier ministre. Voilà comment, très rapidement, ce dispositif a été mis en place l'an dernier. D'accord, merci de votre réponse. Et du coup, j'aurais une autre question pour tous nos intervenants. Nos libertés fondamentales peuvent-elles être illimitées? Peuvent-elles être limitées ou illimitées? Illimitées. Limitées. Ah, peuvent-elles être limitées? Oui. Oui. Oui, je pense que la démonstration est faite que, en effet, il y a une possibilité de limiter nos libertés fondamentales. Et c'est, à mon sens, le principe même un petit peu du contrôle de ces restrictions, c'est qu'on autorise de restreindre des libertés fondamentales si on considère que cette atteinte, cette restriction, elle est proportionnée avec le but poursuivi. Et donc, on a aujourd'hui un but poursuivi qui est... alors, moi, je mets un petit peu aussi ça dans le débat, mais en fait, on a, quand on lit les décisions du Conseil d'État, assez souvent, le but poursuivi, c'est évidemment la question de santé publique, mais il est arrivé, par exemple, de lire que dans les considérants du Conseil d'État, que le but poursuivi était de ne pas endiguer et qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux et qu'il n'y ait pas un afflux de personnes dans les hôpitaux et qu'il n'y ait pas une saturation du système de santé. Et à mon sens, ça peut aussi nous amener certaines questions sur le fait de savoir est-ce qu'on ne devrait pas, à l'inverse, réfléchir comment contraindre l'État à respecter le droit de chacun à pouvoir être soigné, qui est un droit fondamental, qui n'est pas un droit créance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre, l'État n'a pas d'obligation particulière et on ne peut pas le contraindre pour ce droit à la santé, mais je trouve que c'est une vraie question, c'est-à-dire que dans le but poursuivi, on aurait pu envisager aussi de rechercher un but qui est le but de faire en sorte que le système de santé puisse recevoir tous les personnes malades, à l'inverse d'essayer de faire en sorte de restreindre les libertés pour faire en sorte que le système de santé ne soit pas saturé. Après, oui, pour répondre, évidemment que les libertés fondamentales peuvent être limitées, mais heureusement, il y a un contrôle, et il me semble qu'en France, on a aussi une chance d'avoir plusieurs possibilités de contrôle en fonction de la mesure qui est prise. Si c'est une mesure qui est prise par une autorité de police locale ou par le gouvernement ou par la loi, on a plusieurs moyens de contester les décisions qui sont prises si on considère qu'elles portent atteinte de manière disproportionnée à nos droits. Et à mon sens, ça, c'est très bien. Mais voilà, évidemment que les libertés peuvent être limitées lorsqu'elles poursuivent un but qui est légitime et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec l'atteinte qui est portée. Je suis évidemment d'accord. Il y a cette question de proportionnalité. Et bon, nous-mêmes, à la Ligue des droits de l'homme, notre but premier, c'est de défendre les droits fondamentaux, les droits humains, etc. Et donc les libertés. Donc notre critique, notre positionnement principal, ça va être évidemment de vouloir défendre les libertés. Pour autant, on ne va pas s'opposer aux restrictions de liberté par principe. On l'a fait sur certains points et on combat sur un certain nombre de questions liées à l'état d'urgence sanitaire, mais sans forcément remettre en cause au moins la justification. Enfin, il y a un vrai motif qui nous pousse à
à effectivement avoir des dispositifs qui restreignent les libertés. Et après, on pourra encore discuter, rentrer dans le détail sur certaines mesures, sur est-ce qu'elles sont proportionnées ou non. Il y en a certaines où nous, on dit non, et puis il y en a certaines, d'autres, c'est compliqué, on sait pas toujours, etc. Bon, il y a l'état d'urgence sanitaire, il a sans doute été nécessaire dans un tout premier temps parce que, effectivement, il y avait des carences législatives, il y a des carences juridiques qui faisaient que c'est le dispositif qu'on a estimé être le plus utile, et surtout dans l'urgence, dans la catastrophe un peu, hein. Effectivement, en mars dernier, quand on découvre l'ampleur de la gravité de la situation, ben, on met en place cet état d'urgence sanitaire, et en quelques jours, on confine les gens à une vitesse très très rapide. Bon. À ce moment-là, on est dans une vraie urgence, à savoir qu'on n'a pas d'autres dispositifs juridiques à utiliser que celui-là. Mais il y a un moment, il y a une autre question qui se pose, c'est que, bon, après, on envisage par exemple aujourd'hui de faire rentrer l'état d'urgence sanitaire dans la loi. Bon, de le pérenniser. Bon, en principe, d'une certaine manière, avoir des dispositions législatives, c'est toujours mieux que des interventions un peu du pouvoir administratif de l'État, comme ça, qui intervient sans contrôle. Il faut quand même voir que dans un premier temps, les décrets du mois de mars 2020, qui sont des textes réglementaires pris par l'administration, suspendent complètement certaines libertés, par exemple la liberté de manifester, qui est une liberté constitutionnelle. Et donc on se retrouve avec un texte réglementaire qui suspend une liberté constitutionnelle. Donc évidemment qu'on peut comprendre dans un premier temps que dans l'urgence, on soit obligé de passer par ce genre de système. Mais il y a un moment, c'est pas le genre de système qui sont satisfaisants. Et moi, je dirais au-delà de la question du contrôle. Il y a la question du contrôle du Parlement, qui est sans doute extrêmement insuffisant aujourd'hui. Ce n'est pas propre à l'état d'urgence sanitaire, hein, c'est dans sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, hein. On voit quand même que depuis quelques années, c'est pas forcément. On pourrait faire mieux déjà, et puis de contrôle des institutions, enfin d'autres institutions. Quand on suspend des libertés constitutionnelles, voilà, pourquoi il n'y a pas un système qui soit de nature constitutionnelle, qui permette un contrôle, avec un contrôle du Conseil constitutionnel, par exemple. Donc, en fait, si j'avais des remarques à faire, vu l'état dont on parlait tout à l'heure, de restrictions extrêmement importantes des libertés, ce n'est pas le principe même de la restriction de la liberté, si elle est justifiée, si elle est proportionnée, etc., s'il y a un contrôle derrière. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça n'a pas forcément progressé. On avait déjà cette histoire avec l'état d'urgence sécuritaire. C'est quelque chose qui traîne et que nous, par exemple, on conteste depuis un moment déjà, l'utilisation de l'état d'urgence sécuritaire dans la forme qu'il a aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut avancer, qui n'empêche pas l'action. C'est ça aussi, hein, qui n'empêche pas l'action, mais qui doit permettre de garantir un contrôle démocratique, un respect quand même minimum des libertés, parce qu'on peut restreindre les libertés, mais il y a des libertés qu'on ne peut pas restreindre. Il y a un certain nombre de choses, voilà, jusqu'où on ne peut pas aller non plus, quoi. Ouais, juste pour revenir à votre question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a dans le cadre de l'état d'urgence, est-ce que les libertés fondamentales peuvent être limitées? Donc la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'il ne faut pas confondre entre liberté fondamentale et des droits ou des libertés intangibles. Une liberté fondamentale, c'est simplement le fait que c'est une liberté qui a été consacrée par des textes plus ou moins importants, mais elles peuvent toujours connaître des limitations, et même en temps normal, même en période normale, hors crise sanitaire ou sécuritaire, les libertés peuvent légitimement être restreintes quand il y a un motif de nature à justifier correctement cette restriction. Alors évidemment, a fortiori, c'est encore plus vrai lorsqu'on est dans une situation d'état d'urgence. Et un état d'urgence quel qu'il soit, que ce soit sécuritaire ou que ce soit sanitaire, il a toujours pour objet de permettre des restrictions aux libertés plus importantes que celles qui pourraient être adoptées en temps normal. Toujours. C'est toujours un régime dans lequel on va valoriser un peu plus que d'habitude les considérations d'ordre public
par rapport aux libertés et aux droits de tout un chacun, où l'équilibre se modifie un petit peu. Alors, censément de façon temporaire, le problème c'est quand ça commence à durer, mais voilà. Donc ça n'est pas, si vous voulez, à la question est-ce qu'il y a les libertés fondamentales peuvent être limitées? Oui, et pas que dans le cadre d'état d'urgence. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Maître Lassor dans son intervention. Je crois qu'il a raison de pointer le lien qu'il peut y avoir entre la question des services publics, de leur qualité, de leur densité, et la question des libertés. Il y a un lien entre les deux. Je ne sais pas si on aurait pu avoir un système hospitalier tellement performant et développé qu'on aurait pu se passer d'état d'urgence ou de restrictions aux libertés, etc. Ça me semble vraiment compliqué. Par contre, ce qui est certain, c'est que moins vous avez un service public, notamment hospitalier, performant, de qualité et dense, plus vous avez besoin de compenser par des restrictions aux libertés en disant aux gens, ben, il ne faut pas trop que vous vous rencontriez, il ne faut pas trop que vous sortiez le soir, il ne faut pas que vous alliez au restaurant, etc. Et c'est sûr qu'il y a un lien entre la qualité et la densité du service public et de l'autre, les libertés. Moins il y a de services publics, ben, souvent il faut compenser autrement, et c'est par le biais de restrictions, de restrictions qui sont prises au nom de l'ordre public, et là en l'occurrence de la préservation de la santé. D'accord, mais merci beaucoup pour vos interventions. Et du coup, il semble légitime de se poser la question, comment interpréter et déterminer si une mesure est proportionnée au risque sanitaire? Est-ce que ça revêt quasiment d'un calcul mathématique ou c'est vraiment laissé à l'appréciation du gouvernement, du Parlement, des juges? Comment, en fait, comment c'est déterminé si c'est proportionné ou non? Alors après, moi, bon, pour le coup, je suis pas professeur en droit administratif, donc il y a évidemment la question de la proportionnalité, et là, c'est différent. Je crois qu'il y a une décision qui est assez intéressante qui a été rendue par le Conseil d'État sur, justement, pour déterminer un petit peu quelle est la bonne jauge. Je crois que c'était pour les milieux de la culture. Il me semble une décision assez récente sur le milieu de la culture qui demandait la réouverture des salles de spectacle et des salles de cinéma. Alors, je ne vais pas refaire toute la procédure administrative, etc., mais en référé liberté, qui est, je pense, le moyen de contrôle qui a été le plus utilisé sur la question, justement, c'est avec le référé liberté qu'on est en mesure, chaque citoyen, de contester une mesure administrative lorsqu'on considère qu'elle porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à une liberté fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est que le juge administratif, soit qu'il soit le juge des référés d'un tribunal administratif de France, soit le juge des référés du Conseil d'État, puisqu'il peut être saisi directement, il va se questionner au jour où il va rendre la décision, et ça c'est important, au jour où il va rendre la décision, s'il y a une atteinte ou non. Et justement, dans le cas des milieux de la culture, il y a eu une audience sur cette procédure, une audience où, a priori, l'ensemble des éléments qui ont été réunis pouvaient laisser penser qu'il y allait avoir une réouverture des lieux de culture, parce que c'était une période, au moment de l'audience, où il y avait quand même bien moins de personnes qui étaient contaminées au virus, et qu'il y avait les fameux taux d'indicateurs qui étaient assez faibles. Et entre-temps, puisqu'après l'audience, le juge des référés du Conseil d'État a demandé aux représentants du gouvernement de donner quelques explications supplémentaires et quelques chiffres supplémentaires. Et entre cette audience et le moment où l'ordonnance va être rendue, il y a eu la découverte du fameux génome anglais, enfin le nouveau Covid anglais, qui est beaucoup plus, a priori, qui se reproduit beaucoup plus vite. Et donc, la découverte de ce nouveau virus va avoir totalement changé très certainement le sens de la décision. Et à ce moment, le juge des référés va finalement décider de ne pas réouvrir les milieux de la culture. Et donc,
on voit bien que, évidemment, ce n'est pas mathématique, évidemment, c'est au cas par cas, mais que dans les décisions du Conseil d'État, on voit quand même que plus il y a des cas, plus il y a un taux d'incidence important, plus on accepte, en tout cas le juge des référés. Et en fait, ça revient à quelque chose d'assez logique, c'est-à-dire le contrôle de proportionnalité. Plus le risque est important, plus il y a une atteinte, plus il y a un risque important d'atteinte à l'ordre public parce qu'il y a un taux d'incidence important, parce qu'il y a une saturation des systèmes hospitaliers, plus on accepte des restrictions aux libertés. Et donc, ce n'est pas mathématique, évidemment. Là, c'est du droit administratif pur, puisque c'est dans chaque situation qu'on apprécie si l'atteinte elle est disproportionnée. Mais on peut voir, à mon sens, en regardant un petit peu l'évolution de la jurisprudence et essentiellement du Conseil d'État sur cette question, que plus on connaît une situation épidémique tendue, plus on accepte les restrictions aux libertés. Voilà. Si je peux compléter sur votre question, qui apprécie comment on restreint les libertés? En fait, il y a deux possibilités. Habituellement, c'est le juge qui est censé restreindre les libertés, notamment le juge pénal, pour les libertés les plus importantes. Et donc, c'est le juge pénal qui intervient pour restreindre la liberté. Mais il y a un autre système, et le système français connaît les deux, c'est l'administration qui décide de restreindre les libertés. Et donc, l'administration restreint la liberté et le juge contrôle la restriction de la liberté. Et le juge administratif. Avec l'état d'urgence sanitaire, on a un grand renversement là, qui s'opère, puisque du principe, par exemple, de la liberté d'aller et venir, il n'y a que le juge en matière pénale qui peut vous empêcher d'aller et venir. Vous avez l'inverse qui se passe. Alors, il n'y a pas que l'état d'urgence sanitaire, hein, ça fait depuis quelques années que ces genres de dispositifs s'étendent, qui ont toujours existé. Mais voilà, il y a un renversement, puisque maintenant, c'est l'administration, enfin, dans ce dispositif, c'est l'administration qui impose la restriction de liberté, et le juge qui intervient là. Alors, parce qu'on n'est pas sur des mesures individuelles, mais on est sur des mesures extrêmement importantes. Alors, évidemment, mais là aussi, on est dans des mesures qui sont politiques. Sur l'état d'urgence sanitaire, c'est normal que ce soit à l'État, à l'administration, de prendre cette décision sous le contrôle du juge. Voilà. Alors, des fois, c'est quand on est sur des mesures individuelles où ça va vraiment poser problème. Pendant l'état d'urgence sécuritaire, c'était les assignations à la résidence, où là, c'était l'administration qui décidait de placer des individus assignés à résidence. Voilà. Là, on n'est pas dans la même situation, puisque ce n'est pas des individus qui sont placés en tant qu'individus pour ce qu'ils ont fait, mais l'ensemble de la population. Donc là, on est sur une décision qui, du coup, et politiques, et qui sont sur des questions d'intérêt général. Donc, ça doit se faire après, derrière, sous le contrôle du juge. En l'occurrence, le juge administratif, puisque le juge constitutionnel est quasiment pas intervenu. Je crois qu'il y a eu une QPC, je sais plus où ça en était, mais et évidemment, c'est arrivé bien après la bataille. Oui, pour aussi apporter juste un tout petit complément. Donc, quand vous évoquez la proportionnalité, c'est la proportionnalité entre, d'un côté, la gravité du risque pour la santé et de l'autre, le degré de restriction aux libertés que contiennent les mesures qui sont prises par les autorités publiques. Bon, et votre question, c'est est-ce que cette proportionnalité, est-ce que du coup, elle peut être déterminée de façon objective ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance? C'est ni l'un ni l'autre. Et là, il faut bien faire la distinction, je crois, entre deux autorités différentes, c'est ce que disait aussi Pierre-Antoine Cazot, c'est que le premier qui va apporter une appréciation sur cette proportionnalité, c'est celui qui prend la mesure. Donc ça peut être le législateur, ça peut être le Premier ministre, ça peut être le préfet, ça peut être le maire. Il est évident, il ne faut pas s'imaginer, je crois que c'est un mauvais procès d'intention, que de penser que toutes ces autorités-là
quand elles prennent leurs décisions, elles ne pensent pas à cette question de la proportionnalité. Évidemment qu'elles l'ont en tête. Après, on peut ne pas être d'accord, trouver que c'est un mauvais, elles l'ont fait d'une façon peu satisfaisante, mais elles l'ont en tête. C'est elles qui vont l'apprécier dans un premier temps. Et elles ont toute légitimité pour le faire. Elles ont une légitimité démocratique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elles ne vont pas pour autant, ça va pas être non plus la pièce qu'on jette en l'air. Et une des singularités de l'état d'urgence sanitaire par rapport notamment à l'état d'urgence que l'on a connu auparavant en lien avec le terrorisme, c'est que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il y a une institutionnalisation des avis scientifiques. Il y a un conseil de scientifiques qui est mis en place nécessairement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et qui rend des avis qui sont eux-mêmes publics. Ça ne veut pas dire qu'ils seront suivis par les autorités quand les autorités vont prendre des mesures, mais ça veut dire que nécessairement, l'appréciation de la proportionnalité des mesures restrictives qui vont être prises vont devoir être prises en tenant compte, à minima, de ces éléments-là. Donc ça, c'est un premier élément. Puis ensuite, si ces mesures sont contestées, eh ben, c'est le juge qui va devoir, lui, apprécier s'il y a bien une proportionnalité entre le risque pour la santé et la gravité des atteintes aux libertés. Et là non plus, c'est ni mathématique, ni complètement arbitraire. Ça dépend de ce qui est constitutif d'un procès, ce qu'on appelle le contradictoire. Il y a une partie qui dit que c'est proportionné, et il y a une autre qui dit que c'est pas proportionné. Et chacun amène des arguments scientifiques ou autres. Bon, et à la fin, le juge arbitre. Mais c'est pas parce qu'il a une marge de manœuvre ou qu'on aurait pu imaginer dans certains cas qu'il prenne une décision dans un autre sens que sa décision est arbitraire. Elle est quand même, un tant soit peu, guidée par les arguments qui sont échangés entre les parties. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le juste milieu et que tout le monde doit s'asseoir et s'agenouiller devant les décisions de justice. Bien entendu, chacun met le curseur un peu là où il pense devoir le mettre. Mais le fait est qu'à votre question, cette proportionnalité, est-ce que ça peut être objectif ou est-ce que c'est totalement subjectif? Et là, la réponse est un petit peu entre les deux, avec cette singularité de la prégnance des éléments scientifiques dans le cadre de l'état d'urgence. Ouais, il y a une chose qui peut des fois permettre de dire, bah là, objectivement, c'est pas proportionné. C'est quand la mesure qu'on va prendre n'est pas efficace, par exemple, va restreindre une liberté, mais n'est pas efficace pour atteindre l'objectif souhaité. Et ça arrive assez régulièrement. On voit des administrations qui prennent ou politiquement des décisions qui sont prises, qui sont là pour de l'affichage politique, etc., qui n'ont aucune efficacité de terrain, mais qui réduisent les libertés. Bon. Ça peut s'évaluer à peu près objectivement. Mais à peu près objectivement, quand je dis il y a le à peu près, ça reste parfois compliqué. Et typiquement, là, en ce moment, là où c'est particulièrement difficile, c'est que, comme le disait le professeur Nickège, il y a des avis scientifiques, mais les avis scientifiques ne peuvent pas déterminer à l'avance quel type de mesure va être vraiment efficace. On le voit sur la question du couvre-feu. Le couvre-feu, quand on se pose la question, est-ce que c'est la bonne mesure? Est-ce que c'est la mesure qui va limiter? Est-ce que c'est la mesure qui va restreindre le taux d'incidence de la maladie? Ça, en fait, on ne sait pas forcément. D'abord parce que ce virus, il est quand même assez récent. Et puis, finalement, on procède par essai. Donc, c'est pareil, le juge, il est aussi attentif quand lui contrôle les décisions de l'administration. L'administration, elle tente, elle fait des essais, ils prennent des décisions politiques. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on peut critiquer. On peut se dire, là, ils auraient peut-être dû y aller plus tôt, peut-être en anticipant. Voilà, mais ça, après, c'est des questions politiques et c'est extrêmement difficile à juger. Donc, après, chacun se fait son opinion. Et puis, lui, le juge, il essaye de voir si on n'est pas excessif quand on ne sait pas. Voilà. Et le juge, il est aussi... il est comme tout le monde, il n'a pas non plus toutes les clés, il n'a pas la science infuse sur les questions scientifiques. Il y a l'éclairage des scientifiques, mais les scientifiques ne peuvent pas dire telle mesure va avoir tel effet en tant de temps. Voilà. Ça complique aussi le travail
Et puis voilà, donc il y a une part de marge d'appréciation à la fois de l'administration et puis aussi du juge, quoi. Et puis après, chacun, citoyen, estime politiquement, enfin, voilà, après il y a un moment où la question des libertés, il y a des libertés qui sont restreintes. Après aussi, en tant que citoyen, de réfléchir et de se poser la question, tout ne relève pas du juridique. Et puis de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait les choses comme il faut, etc. Donc il y a des éléments qui sont plus politiques que strictement juridiques en tant que compte. D'accord. Et juste pour reprendre, tout à l'heure, vous avez parlé du référé liberté. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a fait preuve d'efficacité pendant la pandémie? Est-ce que le nombre de recours a été effectif ou pas à ce niveau-là, au niveau des référés liberté? Alors, moi, pour le coup, je crois qu'il y a le Conseil d'État qui a beaucoup communiqué pendant cette période de crise sanitaire et qui a, je crois, régulièrement a dit qu'il était sur la ligne de crête des libertés fondamentales. De mon point de vue, je ne suis pas sûr que ce soit le cas et je vous avoue avoir une vision assez critique sur les référés liberté d'un point de vue national. Parce que ensuite j'y reviendrai sur un point de vue plus local, parce que c'est aussi la distinction qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'il y a les référés liberté qui vont attaquer directement les mesures du gouvernement, et donc c'est de la compétence du Conseil d'État en premier ressort. Et il y a les décisions qui sont contestées au niveau local devant le juge des référés du tribunal administratif. Au niveau national, à mon sens, il y a quand même un exemple assez symptomatique et qui laisse assez sans voix, je trouve, et ça concerne la matière pénale. Donc c'est pour ça que moi je l'ai vu en plus parce que j'ai eu à traiter des dossiers à ce sujet. C'est, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir, l'état d'urgence sanitaire, le premier état d'urgence sanitaire, dans le cadre du premier confinement, a offert la possibilité au juge des libertés et de la détention de prolonger la détention provisoire de personnes automatiquement. C'est-à-dire que le gouvernement et le ministre de la Justice a offert au juge des libertés et de la détention la possibilité de renouveler un titre de détention automatiquement sans faire d'audience et donc en se passant de la possibilité, non pas du débat contradictoire, puisqu'il était prévu que les parties pouvaient avant échanger des pièces ou des mémoires aux fins de cette prolongation, mais le pouvoir exécutif a privé la possibilité d'une personne détenue de voir un juge et de voir le juge qui va prolonger sa détention provisoire. Il était à peu près acquis par tous les observateurs, par tous les professeurs et par tous les praticiens de la matière du droit pénal que cette mesure était parfaitement illégale. Voilà, elle était parfaitement inconstitutionnelle et parfaitement inconventionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, très tôt, le décret qui, il me semble, est le décret du 23 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, a été contesté devant le juge des référés du Conseil d'État, avec, en plus de la contestation du décret en lui-même et de la mesure de possibilité de prolonger automatiquement la détention provisoire, le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité sur justement cette prolongation de la détention provisoire. Eh bien, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté cette demande, rejeté d'une manière quand même un petit peu particulière, puisqu'elle n'a même pas pris la peine de convoquer une audience. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un rejet au tri, donc sans débat contradictoire, des demandes qui avaient été faites, il me semble, par notamment le syndicat des avocats de France, de cette mesure. Et le Conseil d'État a donc validé la prolongation automatique de la détention provisoire sans aucun souci et sans débat contradictoire. La difficulté, c'est que des ordonnances ont été rendues dans certains tribunaux, puisque certains autres tribunaux ont refusé
d'appliquer ce texte. Et donc, certains juges des libertés et de la détention ont convoqué quand même des audiences, ont fait comme ils le faisaient avant l'état d'urgence sanitaire, mais d'autres ont appliqué ce texte en prolongeant automatiquement les détentions provisoires. Et donc, il y a eu un contentieux judiciaire qui est né, et il y a eu donc des contestations de ces décisions des JLD devant la Chambre de l'instruction dans un premier temps, puis des pourvois en cassation devant la Cour de cassation avec le dépôt de QPC. Et l'idée était exactement la même que lorsqu'il a été contesté le décret en lui-même. Et là-dessus, la Cour de cassation a rendu quand même de manière très rapide un arrêt très important, un arrêt où elle va, dans un premier temps, transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, et dans un deuxième temps, elle va clairement indiquer que la prolongation automatique de la détention provisoire, c'est parfaitement illégal. Alors, évidemment, pour ne pas avoir trop de difficultés pratiques qu'aurait pu entraîner une annulation automatique des titres de détention qui avaient été prolongés de cette manière, la Cour de cassation a prévu un mécanisme qui permettait en quelque sorte de refaire une procédure judiciaire et donc une procédure contradictoire pour les titres de détention, mais à mon sens, c'est très symptomatique sur justement ce que vous demandez, c'est-à-dire l'utilisation du référé liberté. Je pense qu'il y a quand même deux choses différentes, et c'est vrai qu'à mon sens, mais après c'est peut-être aussi ma formation privatiste qui veut ça, mais moi j'ai quand même trouvé que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le référé liberté de manière nationale, comme je l'ai expliqué, puisqu'après, c'est différent d'un point de vue local, mais au terme national, j'ai trouvé qu'il avait montré beaucoup plus de difficultés à protéger les libertés fondamentales qu'a pu le faire la Cour de cassation et ce cas des détentions des prolongations automatiques de la détention provisoire, à mon sens, est assez symptomatique. Voilà sur le point national. Après, sur le point local, pour faire assez rapide, à titre personnel, et c'est aussi la pratique que j'ai eue au niveau des différents référés liberté que j'ai fait devant le juge des référés du tribunal administratif, j'ai à l'inverse trouvé qu'il y avait une vraie écoute et une vraie envie, une vraie nécessité des juges administratifs locaux, en quelque sorte, au premier ressort, de s'emparer de la période, une période d'état d'urgence sanitaire, et donc qui induit un risque plus accru d'atteinte aux libertés fondamentales, pour s'emparer de ce risque et donc pour le contrôler de manière effective. Voilà à peu près moi ce que je trouve sur... Mais après, il y a pas mal d'exemples précis et on en reparlera peut-être après, mais il y a aussi, moi, j'ai vu ça essentiellement dans la restriction qu'il peut y avoir, par exemple, sur le droit à l'hébergement des mineurs non accompagnés, ou encore sur la pratique de la préfecture qui vise à empêcher les personnes en demande de titre de séjour de pouvoir déposer leur demande de titre de séjour, qui est une atteinte réelle à leur droit à vie privée et familiale, parce qu'on les laisse dans une situation où ils ne peuvent pas être régularisés, où ils sont en situation irrégulière sur le territoire. Et là-dessus, c'est vrai que le juge des référés du tribunal administratif, à Bordeaux en tout cas, s'est emparé de ces questions pour faire cesser ces atteintes. Voilà, désolé pour cette réponse un petit peu longue, mais à mon sens, sur l'efficacité du référé liberté et du référé suspension, à mon sens, il faut peut-être l'envisager sur l'efficacité quand il a été fait par le Conseil d'État et quand il a été utilisé par le Conseil d'État, et son efficacité quand il a été utilisé au point de vue local. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Mais justement, et à juste titre, vous nous avez expliqué que le motif d'ordre public a été utilisé d'une manière excessive. Mais on peut se demander jusqu'où la justification pour ordre public, qu'on voit dans beaucoup de requêtes, s'arrête-t-elle pour justifier une mesure attentatoire aux libertés?
cas, je réponds à votre question, puis je rebondis en même temps sur ce qui a été dit par Maître Lassor. Euh, on ne peut pas s'attendre à ce que le Conseil d'État opère le même contrôle en période d'état d'urgence, quel qu'il soit, que le contrôle qu'il opère en période normale. C'est quelque part, c'est quasiment lui faire un mauvais procès. Évidemment que le Conseil d'État va apprécier le rapport entre l'ordre public et les libertés en tenant compte du fait qu'on est dans une situation d'état d'urgence. Et donc, nécessairement, il va y avoir un équilibre un peu différent de celui qu'il est habituellement et plus favorable, pour être très clair, plus favorable aux considérations de l'ordre public qu'il ne le serait normalement. Est-ce qu'il peut faire autrement? Sur certains cas, oui, évidemment, et on peut dire on ne comprend pas telle ou telle décision, c'est évident, mais globalement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de continuité dans le degré d'intensité de son contrôle par rapport à ce qu'il est en temps normal. C'est pas possible. Il est lui-même, en quelque sorte, il est inclus dans cet état d'urgence qui nous concerne tous. Donc, nécessairement, son contrôle va être influencé par ça. Après, avoir une vue globale en disant qui permettent de dire que le référé liberté sort grandi ou au contraire qu'il est un petit peu, il a été un petit peu mis à mal par cette période. Bon, c'est très compliqué. Maître Lassor l'a dit, il y a plein de décisions. Quantitativement, le fait est que, encore une fois, dans la plupart des cas, les considérations d'ordre public l'ont emporté. Ça, c'est évident. Il y a aussi des décisions inverses. On est resté sur la matière pénale qui était évoquée, sur une question qui a fait beaucoup parler, celle de la possibilité d'utiliser la visioconférence dans le cadre d'audiences criminelles. Bon, le Conseil d'État a suspendu la décision qui le prévoyait ou la disposition du décret qui le prévoyait. Donc, c'est très compliqué d'avoir une vue globale. Ça dépend. Je suis assez d'accord, je crois, mais même si j'ai pas une connaissance totale des décisions, évidemment, mais je crois que je suis assez d'accord avec Maître Lassor sur la distinction Conseil d'État, juridiction territoriale. Là, il est possible qu'il y ait une petite différence d'approche ou d'appréciation. Ça dépend aussi des moments. La jurisprudence pendant la période du déconfinement, ça a été dit par quelqu'un en commençant, n'a pas été tout à fait la même que pendant la période de confinement, où là, le motif d'ordre public joue à plein, si vous voulez. Donc, c'est très compliqué d'être absolument définitif sur le bon usage ou le mésusage du référé liberté pendant cette période. Vous avez aussi des décisions qui, moi, m'ont fait sourire. La décision sur les librairies. On a beaucoup dit, les librairies, c'est quand même dommage, la culture, c'est important. Bon, on a une décision qui finalement valide le fait qu'elle soit fermée, mais qui quand même souligne que les librairies, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même la culture, il faudra en tenir compte à l'avenir. Bon, c'est au mieux, c'est une victoire morale, si vous voulez. Et là, pour le coup, je trouve que, alors je ne sais plus si c'est un référé liberté ou si c'est un recours au fond, d'ailleurs, j'ai un doute là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'on ne sort pas vraiment extrêmement grandi de ce genre de décisions qui sont qui attribuent des bons points, mais qui finalement ne tranchent pas vraiment les choses juridiquement. Voilà. Ouais, je vais aller dans le même sens de ce qui a été dit. Hein. C'est difficile. Il y a des points sur lesquels, évidemment, ils ont le rôle du Conseil d'État et du référé liberté ont été très efficaces. Sur la question de la liberté de manifester, par exemple, ils ont clairement suspendu. Donc, voilà, et après, il y a des choses sur lesquelles on trouve qu'ils n'ont pas été assez loin. Voilà. Bon, après, ça, c'est l'appréciation de chacun. Nous-mêmes, on a fait pas mal de recours, certains qu'on a gagnés, d'autres qu'on n'a pas gagnés. Donc, bon, évidemment, là, c'est une position où on va vous dire que là où on n'a pas gagné, en fait, le juge n'est pas allé assez loin. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. Si je devais mentionner quelque chose qui est au moins une difficulté, qui est pas forcément une critique sur le général du Conseil d'État, mais en tout cas un constat qui a aussi une grande difficulté pour le Conseil d'État d'absorber l'immensité des référés qui ont été déposés. Il y a énormément de référés qui ont été déposés pendant cette période, et ça se comprend parce qu'en restant la liberté dans tous les sens. C'est vrai que, alors c'est peut-être dû à des considérations matérielles, et c'est sans doute vrai, parce qu'il y a la situation sanitaire et les restrictions, et en plus de ça, le Conseil d'État n'est pas non plus pourvu pour faire des référés liberté à tour de bras. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi énormément de référés qui ont été rejetés au tri.
c'est-à-dire avant même tout examen en fond. Et ça pose question. Alors, il ne s'agit pas de clouer le Conseil d'État au pilori en disant il fallait absolument… évidemment, il y a des contraintes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le Conseil d'État n'a pas été en mesure d'absorber tous ces référés qui sont arrivés d'un coup et de répondre au moins au fond. Et c'est vrai que, on parlait du contradictoire tout à l'heure, c'est vrai que vu l'ampleur des restrictions des libertés, des fois on se dit peut-être que sur ce sujet-là, au moins un débat de fond aurait été pas mal. Alors voilà, ça c'est peut-être le point qui serait amélioré pour l'avenir. Mais justement, Monsieur Cazot, vous avez parlé du Parlement en tant que contre-pouvoir, donc qui n'était pas forcément efficace. Qui sont les acteurs qui pourraient surveiller la légalité, voire la constitutionnalité? Est-ce que la CEDH a un rôle à jouer, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la doctrine également? Elles ont tous un rôle à jouer, après à différents niveaux et sur différents thèmes. Le Parlement, il a un rôle politique qu'il doit exercer. Quand il est, typiquement sur les grandes questions, les grandes difficultés, quand on se disait tout à l'heure, quand est-ce qu'il faut confiner, quand est-ce qu'il faut mettre un couvre-feu, quand est-ce qu'il vaut mieux ceci ou cela, parce que c'est extrêmement difficile et qu'évidemment, un juge, il y a des décisions qui sont de nature politique et déséquilibre l'équilibre, la ligne de crête dont il parlait tout à l'heure, lui, il est sur sa position de juge de contrôle et pas de prise de décision. Mais le législateur, lui, il peut être dans ce rôle de contrôle de décision politique. Donc, c'est là où il doit intervenir. Et puis, après, le Conseil constitutionnel, quand ça intervient sur des normes constitutionnelles. En fait, le Conseil constitutionnel, on aimerait bien qu'il puisse intervenir sur, par exemple, le choix de mettre en place l'état d'urgence. Oui. Ce qui se fait pour d'autres dispositions comme l'article 16 avec les pleins pouvoirs au président, il y a un contrôle. Il est critiqué parce qu'il ne serait pas assez suffisant, mais au moins il y a quelque chose. Et donc effectivement, quand on se dit on va suspendre ou limiter des libertés constitutionnelles, il serait peut-être pas mal qu'il y ait un contrôle aussi là-dessus, à la fois du Parlement, évidemment, mais aussi du Conseil constitutionnel, les trois branches. Voilà. Et puis après, la Cour européenne, elle peut intervenir, même en urgence sur certains sujets, mais même en urgence, ça prend quand même un certain temps. Donc, même quand ils interviennent en urgence, ce n'est pas en un claquement de doigts et sur des décisions donc ils arrivent un peu plus tard. Les décisions, il y en aura sans aucun doute de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais pas sur quel sujet. Il y a dû y avoir des saisines, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont être saisis par des justiciables. Je ne sais pas quelle chance ils vont avoir, mais la Cour européenne aura sans doute l'occasion de poser des éléments, mais qui vaudront surtout pour l'avenir. D'accord, ouais, effectivement. D'accord. Une autre question au niveau des… Est-ce que je peux juste ajouter un tout petit quelque chose à ce qui vient d'être dit? Sur le Parlement, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux moyens pour le Parlement de contrôler les choses et de veiller à éviter les excès. Il y a déjà être partie prenante de la fabrication de la loi et ne pas faire que valider les projets qui lui sont proposés par le gouvernement. C'est un premier point. Et après, il y a tout le jeu a posteriori des commissions d'enquête, notamment, qui peuvent être mis en place. Et là, on va se heurter très classiquement à une difficulté qui tient au fait majoritaire tel qu'il existe dans notre système institutionnel, où finalement le gouvernement, ça a tout un tas de bienfaits, mais peut se reposer très largement sur une majorité bien assise, et ce qui fait que derrière, le Parlement donne parfois l'impression de ne pas jouer complètement le rôle qui devrait être le sien. Et puis il y a un autre acteur qui peut être aussi important et qui l'est à certains égards, c'est ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes. Donc, qui ne sont pas des juridictions, qui ne sont pas l'État, mais qui sont justement des autorités qui relèvent de l'État et qui bénéficient d'une certaine indépendance. Je vais en évoquer simplement une seule, c'est par exemple la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui s'occupe notamment de tout ce qui est numérique, vie privée, protection des données. Quand il s'agit par exemple, de se prononcer sur la possibilité de généraliser l'usage des drones, par exemple, ou des caméras thermiques, c'est une institution qui a son importance au moment de dire au gouvernement c'est dangereux, il faut quand même des conditions, il faut veiller à, etc. Donc ça permet un peu de sortir de cette
de ce duo entre les autorités politiques et administratives d'un côté et le juge de l'autre. Il y a d'autres aussi intervenants, en plus de ceux que vous avez évoqués, les avocats, les citoyens, la doctrine, etc., bien entendu. Merci. Maître Lassor, vous vouliez aller ajouter quelque chose? Non, mais je pense qu'en effet, ça, c'est à mon sens quelque chose qui est assez important. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience pour voir s'il y a un vrai changement, mais je le crois quand même, pour pouvoir en discuter. Je pense que de manière plus globale, le citoyen souhaite jouer ce rôle de contre-pouvoir. Il y a le contre-pouvoir institutionnel, il y a les garanties justement dont on a parlé, et il y a aussi, je le crois, une vraie volonté des citoyens d'essayer en tout cas de faire cesser, par exemple, des atteintes à des droits. Et je crois que de plus en plus, il y a la volonté de l'individu de vouloir contester certaines décisions et de prendre ce rôle à cœur lorsqu'il estime qu'une situation est trop attentatoire à sa liberté. Et on a la chance aussi, je pense, d'avoir un système juridique qui permet quand même, il y a beaucoup de systèmes juridiques qui le permettent, mais je pense que c'est important aussi de souligner qu'on a un système juridique qui a par exemple la QPC, qui est quelque chose d'incroyable sur justement ça, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen dans un procès qui a une disposition qu'il considère contraire à des libertés constitutionnelles, à des droits fondamentaux, il peut la contester directement devant le juge. Et ça, à mon sens, je crois vraiment qu'il y a une vraie volonté des citoyens de s'emparer de cette possibilité-là pour, en plus des contre-pouvoirs institutionnels, être je ne sais pas si c'est un contre-pouvoir, mais en tout cas, être moteur de garantie des libertés. D'accord, merci beaucoup. Et donc, au niveau de l'état d'urgence juridiquement, pourra-t-on mettre fin à cette urgence sanitaire? Comment, qui pourra mettre fin à cet état d'urgence sanitaire que nous sommes acteurs aujourd'hui? Bah, c'est déjà arrivé. Hein. Il y a déjà eu le premier état d'urgence qui avait été décidé au mois de mars. Il y a été mis un terme, alors je ne sais plus, c'est peut-être au mois de juillet, début juillet dernier. Il y a été mis un terme et puis on est revenu dans le cadre de l'état d'urgence qui a été déclaré à nouveau début octobre, je crois, sauf erreur. Donc, est-ce qu'on peut? Bah oui, juridiquement, c'est prévu par le Code de la santé publique. Sauf erreur, ça doit être un décret en Conseil des ministres, je suppose, bon, à vérifier, mais je pense que c'est ça. Après, par contre, la difficulté, elle est surtout politique. Imaginez que vous êtes président de la République ou Premier ministre et vous décidez, là, après-demain, de sortir. On imagine qu'il y a une baisse de la pandémie, vous décidez de sortir de l'état d'urgence sanitaire. Et si une semaine après, il y a de nouveau un rebond et que la question se pose, ben, politiquement, vous allez en payer le prix. Donc, c'est toujours, je crois, la leçon de l'état d'urgence qu'on a connu après les attentats terroristes et l'état d'urgence qu'on vit actuellement, c'est que c'est beaucoup plus facile d'y entrer que d'en sortir, pour des raisons qui sont moins juridiques que politiques. Et ça, mais peut-être que vous voudrez en parler un petit peu plus tard, ça pose aussi la question de non seulement comment on y met un terme, mais qu'est-ce qui va en rester derrière. Et ça, c'est une question importante et on a quand même, avec l'état d'urgence lié au risque terroriste, on en a quand même une petite idée. Oui, bah c'est sûr qu'il n'y a aucune difficulté pour arrêter l'état d'urgence. Je veux dire, c'est prévu. Déjà, il est prévu dans le temps, c'est-à-dire que l'état d'urgence, il n'est pas illimité. Donc, la logique même, c'est qu'à la fin du temps pour lequel il est prévu, il s'arrête. Mais là, donc là, il n'y a aucune problématique sur la fin de l'état d'urgence sanitaire. On sait qu'un jour ou l'autre, prochainement ou dans un peu plus lointain, l'état d'urgence sanitaire sera terminé. La vraie question, et je rejoins le professeur Mickey là-dessus, c'est est-ce que malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire, il n'y aura pas en fait dans notre droit commun
tous les dispositifs de l'état d'urgence sanitaire qui seront devenus des dispositifs quasiment devenus des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs spéciaux, mais qui sont des dispositifs ni dérogatoires, mais des dispositifs qui sont normaux. C'est en tout cas ce qui s'est un petit peu passé avec l'état d'urgence sécuritaire. Hein. Au final, l'état d'urgence sécuritaire s'est terminé, mais les mesures les plus attentatoires à la liberté, que sont par exemple les assignations à résidence ou les possibilités de perquisition administrative, etc., eh bien, elles ont été conservées dans notre droit commun. Et je pense qu'il y a un vrai risque qu'il y ait énormément des mesures de l'état d'urgence sanitaire qui soient réutilisées ou qui soient inscrites dans notre droit commun. Juste un complément. C'est le fait que, donc on a déjà vécu le terme d'un premier état d'urgence sanitaire, et ça s'est passé à cette occasion, le législateur a prévu une période transitoire. Il avait prévu qu'il y aurait une période qui ne serait plus l'état d'urgence sanitaire, mais où quand même les autorités pourraient prendre des mesures qui sont celles qui sont permises par l'état d'urgence sanitaire. Et donc on voit bien ici, même comment se traduit juridiquement, la difficulté de mettre un terme à cette période de façon pure et simple. Voilà, aujourd'hui il y a l'état d'urgence, puis demain il n'y a plus. Soit vous remettez dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence pour expliquer aux gens que certes vous mettez un terme à l'état d'urgence, mais vous n'êtes pas désarmé, vous avez quand même les prérogatives qui y sont attachées. Ou alors vous prévoyez des sortes de périodes transitoires, mais là en espérant que petit à petit les choses s'apaisent et qu'on puisse être bien certain un jour qu'on n'en a plus besoin. Mais on voit que même cette technique des périodes transitoires, bon, elles ne sont pas très satisfaisantes non plus, parce que ça reste malgré tout de l'état d'urgence sans le dire. Il y a sans doute un manque de courage politique aussi. Et puis, bon, il y a un moment, il faut aussi parler de la question de l'ancrage des libertés aussi dans le champ politique français. Moi, j'ai été très frappé, pardon, je sors un peu des questions purement juridiques là, mais j'ai été très frappé, moi, lorsque j'ai entendu le discours d'Angela Merkel pour leur premier confinement. Et elle leur parle de liberté. Elle leur dit, c'est pas normal. On est en train de prendre des dispositions qu'on ne devrait pas prendre. On est obligé de le faire. Mais il faudra que ça prenne fin. Et ce discours, il faut aussi qu'il soit porté. Il y a un moment, les politiques, ils le portent pas, et pas beaucoup. Et il y a une complaisance avec l'état d'urgence dans le champ politique qui est quand même assez incroyable. Et qui est lié déjà au premier état d'urgence sécuritaire, à partir de 2015, où effectivement, ils n'ont pas osé en sortir, ils avaient peur qu'on leur dise qu'ils étaient, en plus, comme c'était un gouvernement de gauche, c'était encore plus difficile pour eux, parce qu'on allait leur dire qu'ils étaient laxistes, donc ils ont absolument manqué de courage là-dessus. Et puis, alors même qu'il y avait qu'ils avaient déjà des possibilités de prévoir, voilà, il n'y avait plus d'urgence, en fait. Cette urgence, elle était levée. Moi, j'ai été frappé aussi quand ils ont adopté, alors je ne sais plus si c'est la loi SILT, enfin peu importe, quand ils ont intégré les dispositions de l'état, enfin, quand on est sorti de l'état d'urgence sanitaire, de l'état d'urgence sécuritaire, ça s'est fait en rentrant, et ça a été leur manière d'essayer d'en sortir, ça a été en rentrant dans le droit commun les dispositions qui étaient prévues dans l'état d'urgence sanitaire. Mais si on repense à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, l'état d'urgence, ça restreint les libertés. Mais pour restreindre les libertés, en fait, on essaye de le faire de manière proportionnée. Un des éléments qui font de la proportionnalité de l'état d'urgence, c'est que c'est censé être temporairement limité. Alors, il y a la proportionnalité des mesures qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence, mais du fait même qu'il y a un état d'urgence, eh bien, ça doit être limité dans le temps, parce que ça joue de la question de la proportionnalité. Et donc, il y a un moment, il faut aussi dire, de temps en temps, stop. Voilà. Et c'est là où il y a quand même de sacrés risques d'introduction, effectivement, de ces dispositions, de certaines dispositions dans le temps. Et pas seulement de certaines dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire, de ce à quoi on pense, le confinement, etc., mais ce dont parlait Maître Lassort tout à l'heure, en matière pénale, par exemple.
en matière d'organisation de la justice. En matière d'éducation, il y a un certain nombre de choses. En fait, c'est aussi des manières de on va essayer, maintenant, pour les étudiants qui vont passer le bac, là, il y aura pas d'épreuve, il y aura pas d'épreuve de bac. Mais on sait qu'il y a aussi des projets de certains justement de s'en débarrasser de ces épreuves et de ne passer plus qu'en continu. En fait, et attention à ce que je dis. Je dis pas qu'on est en train de le faire, d'en profiter parce qu'il y a pas le choix, en fait. Il y a pas le choix. Mais c'est vrai que, du coup, c'est pas forcément un but d'expérimenter, mais dans les faits, on expérimente des choses, on met en place des choses et certaines restent. Et sans qu'on ait, et c'est là où c'est le problème, c'est qu'après tout, pourquoi pas, hein, mais c'est qu'on on n'est pas parti d'un débat qui aurait été vraiment tranché. Je prends cet exemple-là du bac, là, bon, j'en sais rien, ça va peut-être pas, ça sera peut-être levé, mais voilà, on n'est pas parti du débat sur le bac. Voilà. Et encore une fois, je ne remets pas en cause le fait qu'on ne mette pas en place les épreuves, ça évidemment pour les raisons sanitaires. Mais c'est vrai que du coup, il en reste des choses. Après, il y a des traces qui sont voilà, le fait des expérimentations de l'histoire, et puis il y a les restrictions des libertés qui sont des choix politiques. Et la sortie de l'état d'urgence sécuritaire, ça a été le choix politique d'intégrer ces restrictions des libertés au sein de la loi ordinaire. Et ça, c'est un problème. Et donc, à mon avis, pour rebondir là-dessus, et clairement, je pense que la question, alors, elle est politique, c'est sûr, mais je crois qu'elle est aussi philosophique et elle doit nous parler à tous. Il y a énormément de personnes qui sont, pour moi, des défenseurs ardus des libertés. Et je pense, évidemment, parce que je suis avocat, et du coup, je pense évidemment à Patrice Spinozzi et à François Sureau, qui sont de tous les combats pour les libertés. Et je pense que c'est quand même très intéressant d'écouter leur discours, mais pas pendant l'état d'urgence sanitaire. Avant, ils alertaient déjà sur la problématique du déclin des libertés, la problématique du fait que le citoyen, finalement, les libertés, bon, c'est pas... Oui, c'est bien d'avoir des libertés, mais c'est pas essentiel. Et je crois que là-dessus, il y a une vraie remise en question que chacun doit avoir sur à quel point il faut que toutes nos décisions, on mette en avant toute chose, la liberté. Les libertés individuelles qui sont essentielles et que le risque, à mon sens, et pour ça je vous conseille vraiment de lire ce tout petit essai de François Sureau qui s'appelle « Sans la liberté ». Il y a un vrai risque. En fait, quand on renonce à une liberté, on ne peut plus la récupérer. Si on renonce à quelque chose, c'est beaucoup plus difficile d'aller la récupérer. Et donc, c'est le risque de cet état d'urgence successif, c'est qu'on a accepté, pour des raisons qui étaient très certainement justifiées, on a accepté un certain temps de renier un petit peu ces libertés, mais le vrai risque, c'est que du coup, on ne puisse pas les récupérer. Et ça se traduit, à mon sens, vraiment quand on écoute le discours politique. Le discours politique sur les libertés, il est toujours le même. C'est-à-dire qu'on met toujours la liberté avant tout, et dans la phrase, il y a un « mais ». Il y a toujours un « mais ». C'est-à-dire qu'on n'envisage plus la liberté sans un « mais » et sans une restriction derrière. Et à mon sens, ça, c'est hyper fondamental et c'est hyper important de réussir à changer un petit peu ce que je crois vraiment, ce paradigme qui est en train de se créer, qui est bon, les libertés, oui, mais il faut comprendre, on les restreint un petit peu et puis on n'hésite pas à les laisser parce qu'il y a des choses à côté. Il faut être très attentif sur ces libertés et sur ne rien lâcher et ne rien laisser quand il s'agit des libertés. Et dernière chose, c'est à mon sens assez symptomatique, c'est qu'il y a le fameux, dans la jurisprudence administrative, les fameuses conclusions du commissaire du gouvernement Corneille qui disait la liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend tous en faculté, etc. Quand on prend notre situation à la fin du premier confinement, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que tout est interdit
et de manière quasi systématique, et je réfléchis ce que j'ai le droit de faire. C'est-à-dire, je réfléchis quelle est ma liberté. Ah oui, ça c'est autorisé. Oui, je peux aller chercher du pain, ça c'est bon, mais en fait tout le reste est interdit. Et à mon sens, il faut être vraiment vigilant là-dessus, et c'est absolument fondamental que tous les personnes qui sont à la fois les associations, les corps intermédiaires, mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les institutions soient très vigilantes à ça. Quand on cède une partie d'une liberté, c'est quasi impossible, très difficile de la récupérer facilement. Ok, très bien, merci beaucoup, maître. Eh bien, nous sommes ravis que vous ayez pu exposer vos différents points de vue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions du public? Ouais, moi, j'aurais aimé ajouter un tout petit quelque chose à ce que vient d'être dit par Maître Lassor. C'est que je voudrais juste pointer, j'y pensais pendant qu'il parlait, on trouve un peu dans les décisions du juge, et du juge administratif en particulier, un argument qui est l'argument numérique. L'argument numérique, c'est il y a une mesure qui porte atteinte à une liberté, mais comme il y a une compensation numérique, parce qu'on peut le faire à distance, etc., eh ben, finalement, ça passe. Et donc, le numérique, qui est censé être un outil d'épanouissement, etc., eh ben, dans ce cas-là, il joue un peu contre les libertés. Le cas le plus caractéristique étant le vôtre, celui de l'enseignement. Est-ce qu'actuellement, il y a une atteinte insupportable à l'enseignement? On va dire, ben non, puisqu'on peut le faire à distance. Mais nous, on sait bien que c'est plus compliqué, que c'est pas pareil, et que c'est moins bien, etc. Mais il n'empêche que cette donnée numérique est maintenant partie intégrante de l'appréciation de la proportionnalité dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a une seconde remarque que je voulais faire, qui est sur cette question qui était évoquée par Maître Lassor, du fait que c'est très compliqué de retrouver les libertés, etc. Et je crois qu'il a raison, avec une nuance, c'est que autant l'état d'urgence, après le risque lié au risque terroriste, a laissé des traces juridiques directement problématiques du point de vue des libertés. On a, ça a été dit à plusieurs reprises, le législateur a fait le choix, quand on a mis un terme à l'état d'urgence, d'instituer dans le droit commun des dispositifs qui auparavant n'étaient possibles ou n'étaient ouverts que dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire. Donc ça a laissé des traces juridiques. Mais l'état d'urgence sécuritaire, si on se remet un petit peu dedans, en réalité, très peu de gens ont été touchés dans leur chair par cet état d'urgence. Il n'y a que ceux qui ont été perquisitionnés à 3 heures du matin, assignés à résidence, etc. De sorte qu'il y a des conséquences juridiques, mais en termes d'habitude, d'acculturation aux restrictions des libertés, je ne suis pas sûr que ça a un effet si important que ça. Par contre, l'état d'urgence sanitaire, lui, juridiquement, je ne suis pas certain que ça laissera énormément de traces. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, on s'est bien habitué à voir nos droits les plus fondamentaux assez frontalement restreints. Et donc, du coup, je suis dubitatif sur les lendemains juridiques et la transposition en droit commun de cet état d'urgence, de ce dispositif de l'état d'urgence sanitaire. Il faut voir, peut-être, mais je n'en suis pas certain. Par contre, ce qui me semble bien certain, et c'est pour ça que j'ai apprécié ce qu'a dit Maître Lassor, c'est que on commence à s'habituer là. Et ça, ce n'est pas très bon signe quant à notre degré de vigilance sur les restrictions qui pourraient ultérieurement, pour d'autres raisons peut-être, être édictées. Et juste pour en 2 mots, mais tout à l'heure, je parlais de culture politique des libertés, je parlais du champ politique, mais c'est vrai aussi de manière plus générale. Il y a cette idée que maintenant, dans un pays comme la France, les droits de l'homme sont acquis, les libertés sont acquises, que tout le grand combat de la Troisième République pour les grandes libertés sont acquis, et que maintenant, voilà, on n'a plus besoin de se battre. Et c'est vrai que il y a moins de gens qu'il y a eu une époque où les gens sont en train de se battre pour
acquérir des libertés. Donc aujourd'hui, on est plus dans la défense des libertés qui sont déjà acquises. Et c'est vrai que tout de suite, il y a un peu moins de gens, c'est un discours qui est plus difficilement audible et qui entraîne moins de gens. Pourtant, il y a une nécessité absolue de le faire. Et on se retrouve beaucoup à être des juristes à devoir le faire. Nous, on essaye de parler beaucoup de liberté publique et d'essayer d'utiliser cette expression. On a parlé tout à l'heure de liberté fondamentale et on n'a pas de problème avec cette expression, qui d'ailleurs, il n'y a pas de… Enfin, liberté publique sont des libertés fondamentales. Il n'y a pas de difficulté, mais avec cette idée aussi dans liberté publique, qu'il y a un côté politique de nos libertés. Pas juste les libertés de manière générale. Il y a un côté politique des libertés, elles sont liées à la démocratie et il faut en tenir compte. Et dans tous les cas, moi, je suis peut-être un petit peu encore moins optimiste que le professeur Nickège, mais je crois que dans l'état d'urgence sécuritaire, il y a déjà l'idée qu'on puisse mettre en place des états d'urgence. Et c'est ça aussi qui déjà aussi est un problème. C'est-à-dire on ne s'habitue pas aux restrictions des libertés qui nous touchent nous, mais c'est facile aussi quand on est touché dans sa chair, effectivement, on s'en soucie. Mais quand on s'habitue à ce que le voisin ait ses libertés qui soient restreintes et que nous, on se dit, tant que ça ne me touche pas, voilà. Bon, après, je pense que M. Nickège a tout à fait raison, hein, que malheureusement, les gens aussi, malheureusement, et puis c'est la vie de tous les jours, tout le monde n'a pas le nez rivé sur les conséquences expresses de l'état d'urgence sanitaire. Mais voilà, il y a une culture qui se perd, et je crois que c'est important, et c'est pour ça que c'est très bien aussi qu'il y ait des étudiants comme vous qui posaient ces questions. Il faut réacquérir, se réinterroger, puis s'interroger sur l'histoire. S'interroger sur l'histoire des grandes conquêtes des libertés, notamment sous la Troisième République. Il n'y a pas que la Troisième République, mais voilà. Merci beaucoup. On va donc passer aux questions des étudiants et des autres participants. Je vais commencer par celles qui se sont perdues dans le chat parce qu'il y a des questions depuis le début de la conférence. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Il y en a beaucoup qui se répètent, donc n'hésitez pas à me dire j'y ai déjà répondu ou non, parce que je n'ai pas forcément tout enregistré. Donc, on avait une question d'Hugo qui nous demandait si habiliter le Premier ministre à la place du ministre de la Santé à prendre des mesures exceptionnelles, ce n'était pas vraiment le signe d'une conception de la santé publique comme relevant de l'ordre public. Et il se référait justement à l'article 21 de la Constitution qui disposait que le Premier ministre était responsable de la défense nationale. Alors, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec la référence à la défense nationale. Par contre, la santé, la salubrité publique, pour reprendre un vieux terme qui existe depuis bien longtemps dans notre législation, est partie intégrante de l'ordre public depuis très longtemps. Donc le fait qu'on ait renforcé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire les prérogatives du Premier ministre plutôt que celles du ministre de la Santé, finalement, ça ne change pas grand-chose du point de vue de l'intégration de la santé publique dans ce que l'on appelle l'ordre public. Ça, c'était déjà le cas depuis longtemps, et aux étudiants de deuxième année qui ont le plaisir de faire du droit administratif, on leur explique que l'ordre public, il y a 3 composantes essentielles: la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique et la santé publique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assis depuis bien longtemps, y compris en droit et dans la loi. Très bien, merci. Bon, j'espère, Hugo, qu'on a répondu à ta question. Ensuite, une question d'Harmonie qui nous demande si vous pensez, vous, nos intervenants, qu'il serait intéressant, voire nécessaire, d'avoir l'avis des citoyens concernant les restrictions sur les libertés, ou alors pensez-vous qu'ils ne seront pas compétents? Alors bon, je commence, c'est délicat. Ouais, je sentais mettre l'accent à chaud pour commencer. Donc, bon, je suis aussi assez… moi, je ne veux pas trop faire de démagogie là. On a une tentative qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, qui porte sur la vaccination. Et on a créé, alors on peut dire que ce n'est pas sincère, on peut dire que ce n'est pas… Bon, le fait est qu'on a monté, le gouvernement a monté une sorte de comité citoyen sur les opérations de vaccination. Est-ce que vraiment ça participe d'un approfondissement de notre fonctionnement démocratique? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Et
Là, la meilleure réponse peut-être, c'est ça dépend. Ça dépend de quel est l'objet, ça dépend de, effectivement, son degré d'urgence, son degré de technicité, son degré de ceci ou de cela. Pour le coup, je ne sais plus comment ça s'appelait, la commission qui traitait d'environnement et de Convention développement durable, citoyenne, je la crois. Convention citoyenne, pour le coup, on a association de citoyens de façon directe, sur une longue période, en leur donnant les moyens d'être éclairés sur tous les points sur lesquels ils doivent se prononcer. Ça me semble pertinent. Maintenant, si ça doit prendre la forme d'une association en dernière minute de quelques citoyens tirés au sort et représentatifs de, alors il faut quoi? Il faut un ingénieur, il faut une femme de ménage, il faut une femme, un homme. Bon, dans ces conditions-là, je ne vois pas bien l'intérêt démocratique de la chose. Dans d'autres formules, dans d'autres contextes, pourquoi pas? Et puis, je pense surtout que c'est presque irréaliste parce que on est justement, en tout cas sur l'état d'urgence sanitaire, on est dans un moment où, vous le voyez, on est suspendu quasiment chaque jour au nombre de cas, au taux d'incidence, au taux de mortalité. Et donc, il y a quand même des décisions qui sont prises de manière ultra régulière. Alors, ça me semble compliqué au niveau national de le faire. Deux choses. Déjà, c'est que je pense que c'est très important que les citoyens, en revanche, et comme je l'ai expliqué, se saisissent des armes juridiques qui existent pour contester des décisions qu'ils considèrent attentatoires à leur liberté. Il y a des instruments qui existent, il faut que les citoyens les utilisent. Deuxième chose, c'est que je pense que ça peut avoir un intérêt sur un plan beaucoup plus local. Et il me semble que c'est aussi le grief important qui a été fait à la politique du gouvernement, mais je pense qu'on n'est pas là aussi pour questionner la politique de manière globale du gouvernement, etc. Mais il y a cette question-là, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de trop de centralisation des décisions, alors qu'on est justement dans une épidémie qui touche de manière assez différente les territoires. On voit que la région Grand Est a été sinistrée par cette épidémie, alors que la région Sud-Ouest l'a été beaucoup moins. Donc, ça aurait peut-être été plus intéressant à ce moment-là de donner plus de pouvoir que ce que ça a été fait au groupement local et au territoire, et à ce moment-là d'inclure de manière plus forte les citoyens dans ces décisions locales. Mais sur le plan national, ça me semble très difficile à mettre en œuvre. Ce qui est certain, c'est que les élus ont aussi pour fonction d'être attentifs et d'écouter ce qui remonte de la part des citoyens. Et ça, par contre, on peut tout à fait l'attendre d'eux et même l'exiger d'eux. Et peut-être que dans ce cadre-là, on peut imaginer créer au moins des dispositifs qui permettent justement aux citoyens de s'exprimer, de faire remonter leurs attentes, etc. Là où je suis plus dubitatif, c'est sur l'association à la décision elle-même, au processus de décision. Là, je suis plus mesuré. Par contre, effectivement, trouver des moyens de mieux entendre les citoyens quand nos responsables ne le font pas spontanément, ça, évidemment, je trouve que c'est évidemment extrêmement, extrêmement souhaitable. Mais c'est deux choses différentes. Je vais aller dans le même sens, mais je vais même aller plus loin. Je veux dire, les élus au Parlement, ce sont des citoyens. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas là pour être des gens compétents. Ils sont là pour représenter. Alors évidemment, après, dans le choix qui est fait par les électeurs, la compétence est un élément qui peut être pris en compte. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande en principe. Après, celui qui va être ministre, etc., bon, évidemment, et puis je ne dis pas que... Mais enfin, bon, voilà, ils sont là pour représenter, donc pour porter cette voix. Quand je parlais de la place du Parlement tout à l'heure, elle est aussi là. Après, évidemment, on est dans une situation depuis quelques années, et la question de la démocratie qui fait que, en fait, on se rend compte que les citoyens qui ne sont pas élus ont de plus en plus une méfiance à l'égard des élus. Bon. Et donc ça pose effectivement la question de trouver d'autres formes de participation, d'autres formes d'expression des citoyens.
Et c'est là où, effectivement, alors, il y a sans doute des choses à revoir sur la manière dont fonctionne le Parlement, etc. Et puis, enfin, peut-être même les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais il y a effectivement, et je suis d'accord, moi, je pars du principe qu'effectivement, les citoyens, ils doivent participer autant que possible et aussi souvent. Enfin, sinon, je ne serais pas à la Ligue des droits de l'homme et je ne serais pas dans une association à essayer de me battre pour défendre parce que c'est la Ligue des droits de l'homme et du citoyen. Et évidemment, ma position, elle est là-dessus. Et j'ajouterais quand même que en revanche, effectivement, ils ne peuvent pas se substituer, comme l'a dit professeur Nickège, complètement au Parlement, aux débautés, avec un système qui n'a pas été pensé. Ça, c'est n'importe quoi. En revanche, il y a des instances aussi qui devraient être prises en compte et qui n'ont pas été prises en compte. Nous, les mouvements associatifs, alors, les associations, c'est aussi des citoyens, ce n'est pas tous les citoyens, hein, mais il y a aussi des citoyens. Mais quand on a fait le conseil scientifique, il n'y a pas d'association de défense des droits de l'homme qui ont été invitées, par exemple. Je prends que sur la question des droits de l'homme. Bon, excusez-moi, je suis un peu centré sur ce qu'on connaît. Mais on n'a pas été associés. Et au niveau local, c'est pareil, on n'a pas été associés. Et effectivement, là, on peut se dire, voilà, il y a des moments où, enfin, on peut même aller plus loin. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises en conseil de défense, est-ce que le conseil de défense est vraiment le système adapté d'un point de vue démocratique, voilà. Donc les citoyens, oui, enfin je veux dire, après il y a des citoyens avec lesquels on n'est pas d'accord. Si on était d'accord et si on pensait que les autres étaient, voilà, il y aurait pas de difficulté. Donc évidemment, il y a des gens avec qui on ne sera pas d'accord, des gens qu'on ne trouvera pas compétents, etc. Mais ça, c'est la vie, hein. Et puis celui qui est compétent ou qui le définit, voilà, c'est toujours difficile. Très bien, merci. Désolée d'avance pour toutes les questions auxquelles on ne pourra pas répondre parce que évidemment, nous n'avons pas toute la soirée. Une dernière question de mon côté de Sabrina. Bon, je pense que vous y avez plus ou moins répondu, pardon. Donc, elle nous faisait la remarque que la pandémie n'avait pas de frontières, bien évidemment. Et alors, est-ce que les mesures prises par différents pays de l'Union européenne, donc qui varient, est-ce que c'était possible de contester une atteinte justement à la libre circulation au niveau européen? Alors, ça me semble difficile si ce qui est entendu par là, c'est la possibilité de contester une mesure restrictive qui émane d'un État tiers, d'un pays étranger. Je ne suis pas spécialiste de ce type de questions, mais ça me semble spontanément compliqué. Par contre, contester les mesures nationales éventuelles restreignant les possibilités, par exemple, d'aller dans un pays qui est frontalier, là, par contre, il n'y a aucune difficulté juridique particulière. Mais contester, et même contester le cas échéant des mesures prises par les institutions européennes, c'est aussi possible. Mais par contre, en tant que citoyen français, même directement intéressé par la mesure qui est prise par un pays étranger, je ne vois pas, je ne suis pas bien certain qu'un recours dans ce pays étranger-là puisse être reçu. Mais encore une fois, c'est sous réserve parce que peut-être qu'il y a des subtilités ici qui m'échappent ou que je ne connais pas. Très bien, merci. Après, il y a une question qui revient souvent et que je vais vous aider les filles à résumer. Sur l'obligation de la vaccination, est-ce que réellement l'État pourra rendre obligatoire d'un point de vue juridique, surtout la vaccination? Oui. Oui. Oui, elle le fait déjà pour un certain nombre de vaccins. Donc oui, absolument, l'État pourra rendre la vaccination obligatoire. J'ai vu une question passer rapidement et ça rejoint un petit peu la question de la vaccination, où là, à mon avis, c'est plus compliqué. C'est la question du fameux passeport sanitaire ou du passeport vaccinal. Là, c'est un petit peu différent parce que
bien qu'on puisse obliger tous les citoyens à se faire vacciner, l'obligation, par exemple, d'avoir un passeport vaccinal pour aller, je ne sais pas, au cinéma, pour aller dans une manifestation sportive, ou pour aller… Là, à mon sens, c'est beaucoup plus difficile tant que l'État n'est pas en mesure de vacciner tout le monde. Parce qu'il viendrait une vraie illégalité, à mon sens, et une vraie inégalité entre les citoyens qui ont pu se faire vacciner et ceux qui aimeraient se faire vacciner, mais qui n'ont pas pu le faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'État peut rendre le vaccin obligatoire. Ça, à mon sens, je ne vois pas comment il pourrait ne pas le faire, parce que c'est déjà le cas pour les enfants, enfin pour un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires. Après, est-ce qu'il y aurait des sanctions au fait de ne pas vacciner, etc. Tout ça, c'est des questions qui se posent, mais en tout cas, ils peuvent rendre un vaccin obligatoire. En revanche, et en fait, c'est ce que ça implique, c'est-à-dire que si on rend un vaccin obligatoire, c'est parce qu'on considère que le fait de s'être fait vacciner va créer en quelque sorte un droit ensuite, et donc c'est le passeport vaccinal. Et là, à mon sens, tant qu'il n'y a pas une possibilité que tout le monde soit vacciné, ça me semble, mais après, là-dessus, je m'en remets évidemment à l'appréciation du professeur Nikesh, qui peut-être de manière beaucoup plus théorique pourra nous Ouais, faire non, une impression, mais je pense que c'est, à mon sens, pas possible tant qu'il n'y a pas cette possibilité pour chacun d'être vacciné. c'est juste non, je suis tout à fait 100% d'accord. C'est juste que je déconnecterai les questions de l'obligation de vaccination et de passeport médical et de passeport vaccinal. Je ne sais pas comment on l'appellerait. On peut très bien imaginer que l'obligation de se vacciner, elle poursuive comme seul et unique objectif la santé publique de la population. Point barre. Par contre, il n'est pas à exclure que derrière, elle puisse être exploitée à travers d'autres outils tels que ce passeport vaccinal. Mais l'un ne va pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait passeport vaccinal, eh ben, je vois pas comment on peut ne pas passer par l'obligation de se vacciner, ou alors par vraiment un effort de vaccination qu'à l'heure actuelle on ne connaît pas. Par contre, à l'inverse, on peut imaginer une obligation de vaccination qui ne donne jamais lieu derrière à l'établissement d'un passeport vaccinal quel qu'il soit. Donc, Et à mon c'est pour ça sens, que le lien n'est pas mécanique. pour enchaîner, mais je pense que on est un petit peu avec ce qui s'est fait vis-à-vis des masques. Alors évidemment, toute la polémique qu'il peut y avoir autour des masques, etc. Mais à mon sens, c'était un peu ça. C'est-à-dire que dans un premier temps et pendant le premier confinement, on a vu qu'il n'y avait pas d'obligation de porter un masque, voire c'était même l'inverse, c'est-à-dire que des maires qui ont imposé le port du masque obligatoire dans leur commune, cet arrêté portant obligation d'un masque dans la commune a été censuré par le Conseil d'État. Donc, en fait, on n'avait pas une obligation de porter le masque, et on le comprend qu'il n'y avait pas d'obligation de porter le masque parce qu'il n'y avait pas de masque pour tout le monde. C'est uniquement pour ça. Et ensuite, aujourd'hui, on a assez de masques pour tout le monde, donc on a une obligation de porter le masque. Et à mon sens, je pense qu'on va être à peu près dans le même schéma vis-à-vis des vaccins. Sauf que, évidemment, vis-à-vis des vaccins, il y a tout de suite une sorte on pousse les gens à se faire vacciner. Là où, au premier confinement, on avait plutôt tendance à pousser les gens à ne pas utiliser de masque pour ne pas réduire les stocks des masques qui étaient nécessaires pour le personnel soignant ou toutes les personnes, toute la fameuse première ligne. En tout cas, ce qui est certain par rapport au passeport, ce qui pourrait poser problème en termes strictement juridiques, je ne rentre pas dans le débat politique parce que c'est encore autre chose. Ce qui poserait comme problème, c'est la question de l'égalité. Ça a été dit tout à l'heure, déjà, savoir est-ce qu'il y aura des vaccins pour tout le monde, ça c'est une première étape, mais même en l'admettant, il y a un certain nombre de personnes qui sont immunodéprimées, donc des personnes pour qui un vaccin ne peut avoir aucun intérêt. Moi, je connais des gens là qui sont calfeutrés chez elles parce qu'elles ont aucun système immunitaire. Donc, un vaccin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vaccin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne? On va lui dire, du coup, vous ne pouvez pas être vacciné, donc vous ne pouvez avoir accès à rien. Bon, évidemment, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, on va dire il faut une exception. Comment on va faire l'exception? Il va falloir une ordonnance du médecin. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un mouvement, tout un mouvement, je ne vais pas exagérer, mais
Il y a des remontées dans certains endroits, de certains médecins qui font des certificats de complaisance, etc. Donc, ça pose aussi d'autres ça pose d'autres problèmes. Alors, là, c'est des problèmes politiques. Mais vous voyez, pour pouvoir respecter le principe d'égalité, vous êtes obligé de mettre en place des dispositifs d'exception. Et ces dispositifs d'exception vont finalement faire que vous allez potentiellement déjouer votre obligation. Et vu que déjà politiquement, ce n'est pas forcément une très bonne chose, et puis pédagogiquement aussi, il y a une telle défiance déjà à l'égard des vaccins que de rajouter une obligation là-dessus, etc., plutôt que d'essayer d'aller convaincre les gens du coût bénéfice-risque, de ce que ça a comme impact, etc., je ne suis pas certain qu'ils finissent par y arriver. Bon, après, ça, c'est une question qui sera politique, mais juridiquement, ça reste quand même compliqué. Bien, messieurs, eh bien, nous sommes contraints de clore le débat. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, tellement c'est intéressant. Nous sommes extrêmement ravis de vous avoir parmi nous. On espère avoir fait un tour complet de la question. Nous espérons également que le public a trouvé toutes les réponses à ces interrogations. Toute l'équipe Actin Juris vous remercie pour votre participation à cette conférence, messieurs, et également le public pour ses questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, merci beaucoup et bravo à vous. Ouais. Merci. Bon, c'était la première. On est content d'avoir eu beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres de votre côté. Ouais, c'est bien, parce que 300 personnes jusqu'à la fin, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment plaisant. Donc, on espère faire d'autres projets comme ça. Et puis, merci pour votre qualité d'intervention, etc. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. C'est gentil, mais honnêtement, si vous préparez les choses comme vous l'avez fait là, les intervenants ne peuvent être que ravis. La plaquette que vous nous avez envoyée, c'est vrai que quand des fois on n'a pas forcément plus réfléchi que ça à la question pour laquelle on nous sollicite, ça aide beaucoup quand même de voir un peu ce que vous attendez, donc non, c'était très bien fait du début à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.